Bonjour Jean-Michel. Bonjour Irina, merci de me recevoir. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec nous, comme je vous ai dit, et chers auditeurs, chers invités. Euh, je vous présente aujourd'hui, on va vous présenter aujourd'hui, on va parler, peut-être pas présenter parce qu'on n'aura pas assez de temps pour parler de cet ouvrage. Regardez, c'est le tome 3. Vous avez donc la trilogie, ce qui nous intéresse, évidemment, les autres livres sont très intéressants, mais c'est pas le sujet de Dialogue Chorus. Là, au cœur du sujet de Dialogue Chorus, c'est le tome 3. Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font, l'empire du mensonge. Alors, vous allez avoir dans le descriptif le livre, toutes les données pour trouver ce livre sur Internet. Euh, Jean-Michel, j'ai regardé quelques interviews que vous avez données. J'ai évidemment lu votre livre. Ça m'a pris un peu de temps, mais vous n'allez pas regretter ça, puisque, par exemple, on a présenté au Dialogue Franco-Russe des dizaines de livres, comme j'ai déjà dit, mais ça, c'est peut-être l'un des livres le mieux documenté où il y a les informations pris- prises un petit peu partout, sur toutes les sources, notamment anglo-saxonnes, russes, ukrainiennes, françaises, suédoises, on va en parler plus tard. Donc, pour un petit peu décrire la carte du monde et, disons, de mettre les accents géopolitiques, vous dites clairement que la guerre en Ukraine a été voulue et bien préparée, et pas seulement en 2022 ou 2014, puisqu'on en parle souvent de ça, mais bien, bien, bien avant. Et j'aime bien cette phrase que vous citez et que je pense que j'avais déjà citée peut-être dans d'autres conférences. Je vais la reciter encore une fois. C'est la phrase de Harry Truman qui disait en 1950, le monde entier doit adopter le système américain, car le système américain ne peut survivre en Amérique que s'il devient mondial. Nous sommes en Exactement. 2025. Là, pourquoi cette guerre a été voulue et pourquoi elle est devenue en quelque sorte mondiale? Alors, cette guerre, elle a été voulue, préparée, comme vous avez dit, mais scénarisée depuis plus de 30 ans, puisqu'il y a des rapports du gouvernement américain qui sont sur Internet, que chacun peut consulter, il suffit de faire la traduction. Il y a le rang de rapport, et puis il y a le rapport Barry-Rosen, qui est beaucoup plus facile d'accès pour le néophyte, où tout est écrit, tout est scénarisé, et même la fin de l'anéantissement total de l'armée ukrainienne, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc c'est vraiment prévu depuis longtemps parce qu'il était impératif pour les Américains de séparer l'Ukraine de la Russie pour pouvoir faire tomber la Russie. Pour eux, c'est primordial. Donc c'était le but de cette guerre qui a été donc préparée. Je rappelle ce que disait Frédéric de Prusse. L'assaillant, c'est celui qui oblige l'adversaire à prendre les armes. Et c'est bien ce qui s'est passé. Même si beaucoup disent que la guerre a commencé en 2022, je rappelle également que Jens Stoltenberg, l'ancien secrétaire de l'OTAN, a déclaré en mai 2023 et a répété le 3 septembre 2023 que la guerre avait commencé en 2014 par le Maïdan. Donc ils ont bien reconnu que ce sont eux, les Américains, avec Nuland à la tête de l'organisation de cette guerre, hein. Donc, ça a bien commencé en 2014. Et ce n'est pas la Russie qui est l'agresseur en 2022. La Russie a simplement appliqué l'article 2202 de Minsk pour défendre sa population russophone dans le Donbass. Rappelez-nous d'ailleurs cet article du Conseil de la sécurité. Vous en parlez dans chapitre 5 d'ailleurs. Je pense que j'ai justement une question à ce sujet-là, puisque vous disiez, oui, chapitre 5. Pourquoi cette résolution, c'est important de connaître, savoir ce que c'est? Parce que cette résolution, les signataires s'engagent à protéger la population. On pourrait faire remarquer d'ailleurs que la France a fait pareil au Rwanda. Elle est allée protéger la population. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont comparables avec ce que la France a fait d'ailleurs, puisqu'on a parlé du référendum de Crimée, où les Criméens ont voté à 96,7%
leur attachement à la Russie, ce qui a fait le scandale à l'ONU, ce qui a fait le scandale dans les journaux français, dans les journaux mondiaux, dans le monde entier. Je n'ai pas souvenir qu'en 2009, quand le président Sarkozy a fait faire un référendum à Mayotte, qui est dans le même résultat, puisqu'il est de 95,7% pour être attaché à un département français, j'ai pas souvenir que les médias du monde entier se sont penchés sur la question. Et pourtant, le président des Comores a lui aussi déposé plainte auprès de l'ONU. C'était pour eux un scandale que Mayotte devienne un département français. Ça n'a pas fait la une des journaux. D'abord, la plupart des gens qui ont lu mon livre et qui me contactent me disent, mais on ne le savait même pas. Il y a plein de faits qu'on ne connaît pas, pourtant ce sont les données ouvertes. À chaque fois, ce qui nous Oui, étonne tous quand on lit des livres, des ouvrages à ce sujet-là, après une certaine surprise, et avant d'être traité complotiste ou autre, propagandiste, il y a toujours des sources. Quelles sont vos il y sources? a toujours Juste des dites. sources. Il y a toujours. Bah, mes sources, comme pour les tomes précédents 1 et 2, ce sont des organismes d'État. Pour le tome 1 et 2, sur les vaccins, sur la Covid, c'était le NIH, le CDC, vraiment que des organismes. Le NIH et l'ONS anglais, l'Office National of Statistics, qui à l'époque sortait des statistiques toutes les semaines, donc c'était très facile de suivre. Je précise à l'époque parce que maintenant c'est fini. Donc oui, ce sont des sources que l'on ne peut pas réfuter. Et on va donc citer Nya Dagbladet, j'espère que je prononce bien, journal suédois du 22 septembre que vous citez avec le titre qui est sorti en septembre 2022. Tuer l'Europe avec l'Ukraine, les Suédois ont dévoilé le plan secret du Pentagone. Bon, en soi, le titre est assez éloquent, tout est dit. Et Sauf que en septembre 2022, on est en 2025, j'ai l'impression que cette information est restée bien en Suède. Bon, peut-être sortie un petit peu. Comment cette info... En fait, ce qui me choque, en quelque sorte, que nous avons plein de sources autour de nous et on les utilise pas, on ne les utilise pas, on ne sait pas comment, bah, je veux dire, comme nous, les personnes lambda, comment vous avez fait et en tant que journaliste, d'ailleurs, c'est notre devoir. bien, moi, je suis très curieux et je cherche. Vous savez, en France, en 86, nous avons eu déjà des frontières qui arrêtaient le nuage de Tchernobyl. Donc, on a ces mêmes frontières aujourd'hui qui arrêtent les informations venues de l'étranger. Voilà. Et bah, c'était pas très difficile à trouver cette information. Ce qui est dommage, c'est que la Suède qui a publié cet article soit rentrée dans l'OTAN et pactise avec l'OTAN. Voilà, parce que là, en Suède, on pourrait penser que les médias, les journalistes ont plus de liberté qu'en France. En France, il y a plus aucune liberté de la presse. Je pense à un titre d'un journal français en 2014 qui avait titré au sujet du nouveau gouvernement ukrainien, Washington aux finances, les nazis à la défense. C'est l'Humanité, le journal L'Humanité qui avait titré ça en décembre 2014. C'est absolument impossible à imaginer en France aujourd'hui. C'est un titre qui passerait pas. D'ailleurs, comme je l'expliquais dans le tome 2 avec le chapitre des médias, il n'y a pas à censurer les journalistes. Ils se censurent eux-mêmes. Ils savent eux-mêmes ce qu'il faut pas parler. Cela dit, je pense que les médias alternatifs le font aussi en quelque sorte, puisque nous connaissons les limites de la censure. Comme Voilà. eux, ils ont leur maison d'édition, leur ligne éditoriale, comme nous, les médias alternatifs, les chaînes YouTube, on sait aussi, on connaît nos limites parce qu'on sait à quel Ouais. point on peut être censuré. Non, ça c'est tout à fait, je pense, que c'est tout à fait logique, ça vous avez raison. Mais finalement, après cette information-là, donc c'est sorti, il n'y avait pas que, il y avait aussi d'autres journaux. Mais rien, Oui. en fait, rien ne se Beaucoup. passe. Tout est focalisé dans les pays respectifs, mais il n'y a pas de cette discussion globale.
Non, il n'y a pas de discussion globale. Et puis surtout en France, ce sont des sujets qu'on n'aborde pas. La presse allemande est beaucoup plus bavarde, même la télévision allemande a montré un reportage sur les rafles qui ont lieu en Ukraine parce qu'ils ont plus de soldats, donc ils ramassent les hommes dans les rues. Un reportage dont j'ai mis le lien en note de bas de page, où on voit un homme qui est avec sa famille en voiture, avec sa femme, ses enfants. Il est sorti brutalement de la voiture, il y va et on le met on le jette dans une camionnette, et puis il va se retrouver quelques jours plus tard sur le front. C'est vraiment affreux ce qui se passe là-bas, et en France, on n'en parle pas. Plein d'autres sujets qui sont abordés dans d'autres pays. Par exemple, la traite des enfants, euh, c'est abordé en Pologne, c'est abordé en Allemagne, bien sûr. Jamais en France, on ne parle des enfants ukrainiens ou de ce qui se passe, même avec les ventes d'organes des soldats qui décèdent sur le front. Les autres pays en parlent, chez nous, on n'en parle pas. Et pourtant, il y a des organes qui sont en vente sur le Black Dark entre 5 000 et 25 000 euros, livrables en 24 heures. Il y a toutes ces informations. C'est à se demander ce que font les journalistes, si on peut employer ce terme de journaliste. Moi, je pense que le terme de collabo est plus adéquat. Vous parlez donc de cette guerre voulue. Clairement, elle a été voulue, et notamment on connaît bien Brzezinski et les autres, hein, les grands penseurs américains, ça change pas. Est-ce que vous pouvez, et d'ailleurs, vous citez le livre de Jacques Beau à plusieurs reprises, et pas que Oui. lui. Nous, on a présenté ses livres et fait les conférences à plusieurs reprises. Le Dialogue Franco-Russe, on le connaît. Lui, il parle de Rand Corporation. Et j'aimerais bien que, mais très brièvement, on n'est pas rentré dans les détails. Qu'est-ce que c'est la Rand Corporation, le rôle, et comment fonctionne cette corporation, ce qu'elle fait exactement et son rôle dans tous les conflits dans le monde? C'est mis en place par le Deep State américain, par la CIA, bien sûr. Et c'est des gens qui veulent prendre possession de tous les pays du monde, on peut dire, de mettre leur pion dans tous les gouvernements du monde. Et ils y arrivent très bien, d'ailleurs, par tout un tas d'organisations euh, comme la trilatérale, comme entre autres le CFCR, le Council of Foreign Relations, bien sûr, puisque tous les présidents américains, tous les personnages politiques importants en font partie, tous les présidents, mais d'autres comme Kissinger, Colin Powell, tous ces gens-là qui ont été mis en place, il faut quand même le préciser, par la famille Rockefeller. Kissinger est un bébé Rockefeller, il a toujours été très fidèle à la famille Rockefeller. Et puis il faut préciser aussi que Klaus Schwab est un disciple de Kissinger, c'est Kissinger qui l'a mis en place et qui lui a l'a poussé à faire le WEF de Davos. Donc, ce sont tous ces gens-là qui ont pris, moi c'est ce que j'appelle la pieuvre, qui prennent possession des hommes politiques, des futurs hommes politiques, hein, les fameux Young Global Leaders, qui vont ensuite avoir une politique tout à fait commune. Je rappelle que parmi les Young Global Leaders, nous avons bien sûr notre président, Monsieur Macron, mais il y a aussi Trudeau, il y en a toute une foule que je vais citer dans le tome 2. Mais ces gens-là, euh, ils appliquent la politique qu'on leur donne, quoi. On voit bien avec Macron, c'est pas du tout un homme politique. Il a une lettre à suivre, et puis voilà, peu importe si ça fait du mal à son pays, il en a rien à faire. C'est la grande différence entre deux présidents, Vladimir Poutine et Donald Trump, qui sont des présidents qui ont certainement des défauts, mais qui aiment leur pays et qui aiment leur population. Et ça, on ne peut pas en dire pareil de notre président à nous. On ne peut pas en dire pareil de Trudeau quand on sait ce qu'il a fait au Canada avec les routiers en grève, entre autres. Voilà, donc ils appliquent une politique pour une hégémonie mondiale, mais
je crois que le vent a tourné là, avec ce que l'on apprend depuis le mois de janvier, avec la venue du président Trump. Beaucoup de choses vont changer. Même avec ce que l'on parlait précédemment des journaux, puisque en fermant l'UNCED et en faisant un audit de l'UNCED, on a le détail aujourd'hui de tout ce qui est payé par l'UNCED, tous les journalistes qui étaient payés, c'est absolument catastrophique, franchement. Donc, ce sont des milliards de dollars qui sont déversés sur la terre entière dans toutes les associations, alors celle de Soros, bien sûr, et puis dans les journaux, je lisais les articles ce matin, les millions qui sont donnés aux journaux ukrainiens, aux journaux, 125 millions ont été dépensés pour les élections en Géorgie, les élections de l'année dernière en Géorgie, enfin, tous ces gens, tous ces organismes qui faussent finalement la vie politique des pays, puisque on en revient à la première phrase que vous avez citée en début d'interview, parce que l'Amérique veut avoir la mainmise partout. Je crois que là, c'est en train de tomber grâce à Donald Trump. Alors, on peut dire ce que l'on veut du président américain. Oui, c'est une grande gueule, c'est certain, c'est le cow-boy. Je pense qu'en ce moment, c'est plutôt l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Il est en train de tout casser, effectivement, mais les répercussions pourront être vraiment très bénéfiques pour les peuples, je pense. Je rappelle à nos auditeurs que nous ne sommes pas financés par ces corporations. Sinon, j'aurais eu ma studio à moi. Et donc, je vous invite à faire des dons puisque nous existons grâce à vos dons. C'est vous qui recevez les informations à travers cet écran grâce à nos experts. On vit à l'époque, depuis déjà quelques années, que la Russie donc est accusée systématiquement de l'ingérence un peu partout, dans les élections, ne serait-ce que, je sais pas, dans vos factures EDF bientôt, au sabotage de Nord Stream. On va y revenir, ça c'est important. Ah bah, Mais c'est vous important. parlez de bon travail des bases CIA dans le monde. Ils sont combien? Ils sont 850. Comment ils Alors, fonctionnent? voilà, il y a 850. En début d'interview, j'aime bien planter le décor, donc il y a deux choses que je dis, voilà. Il y a 850 bases militaires dans le monde, américaines. Il y en a 15, pardon, russes, dont il y en avait deux en Syrie, il n'y en a plus qu'une aujourd'hui suite aux derniers événements, et les autres sont dans les anciennes républiques soviétiques. Et il y en a 5 pour la Chine, dont certaines sont en construction. Alors d'un côté, on voit quand même l'hégémonie mondiale, 850, et de l'autre côté, 15 et 5. Voilà, ça c'est déjà pour quand même planter le décor. Et puis j'explique aux gens, parce que finalement, les gens ne savent pas du tout, on va revenir tout à l'heure à Cuba. J'explique aux gens, imaginez une chose, le président Poutine organise une révolution au Mexique. Il fait élire un président mexicain à sa botte. Il va donner la nationalité mexicaine à une femme russe qui va s'occuper des finances du pays. Il fera pareil quelques mois plus tard avec la santé, la ministre de la Santé. Et puis il construit 15 bases militaires à la frontière américaine et puis 42 biolabs. Pensez-vous que les Américains laisseraient faire? C'est tout, c'est très simple. C'est comme ça que j'explique aux gens parce que les gens ont eu les explications des médias français, donc forcément c'est Poutine le vilain dictateur. Non, il faut remettre les choses en place. C'est pas une question d'être pro-Poutine, pro-Zelensky. Moi, je suis pro-peuple. Mais il faut dire la vérité aux gens. Alors, je voulais aussi parler pour Cuba. On nous a parlé des missiles de Cuba, que Khrouchtchev avait mis des missiles à Cuba. Et ça avait déclenché une possible troisième guerre mondiale. Mais pourquoi Khrouchtchev a mis des missiles à Cuba? C'est tout simplement parce que les Américains, l'OTAN, avaient mis des missiles en Turquie et en Italie.
Et alors, on nous dit que, si on cherche un peu, on nous dit qu'ils ont été mis en 60. Donc, Khrouchtchev a quand même mis 1 an pour répondre, puisqu'il les a déposés en 61. Mais si on recherche vraiment les documents, c'était en 59 que ces missiles ont été installés en Turquie et en Italie. Donc, c'était la réponse de Khrouchtchev. Et alors, quand on voit aujourd'hui ces 15 bases militaires à la frontière russe en Ukraine, que va-t-il se passer? Eh bien, le président Poutine, il a signé un accord avec Noriega. Voilà. Et aujourd'hui, s'il le voulait, il a l'autorisation de construire une base militaire russe au Nicaragua. Et là, c'est plus pareil parce que c'est à 3000 kilomètres de Washington. Voilà. Donc, il faut expliquer tout ça aux gens. C'est jamais tout noir, tout blanc d'un côté. C'est un peu gris partout. Mais il y a des endroits où c'est quand même beaucoup plus gris. Et Oui, c'est important d'expliquer ça aux gens. et même un peu noir, je dirais aussi. Il y a beaucoup de choses, et ça, il faut lire vraiment ce livre, et c'est très très bien documenté. On ne peut pas parler de tout, mais moi, j'invite vraiment nos auditeurs, ceux qui s'intéressent à ce conflit, c'est à quelque sorte la guerre en Ukraine pour les nuls, je dirais, ou pour moins nuls, puisqu'on est tous plus ou moins avisés, mais avec les faits depuis presque 50 ans en soi. Il y a aussi un sujet dont on a parlé, d'ailleurs, François Asselineau a fait une très très grande conférence chez nous il y a 2 ans déjà. Il a parlé de ce plan qui, qui existe, qui s'appelle pratiquement, je pense, le plan du démantèlement de la Russie ou le Forum des peuples libres de la post-Russie. Ça, c'est très curieux. Oui. Ce n'est pas ingérence en soi, c'est considéré comme tout à fait normal par certains pays. C'est quoi ce plan exactement, Jean-Michel? Ils ont prévu de diviser la Russie en 41 États. Il y a la carte dans le livre, il y a les notes de bas de page si les gens veulent tirer les documents, bien sûr. Voilà, ils ont décidé ça. Il faut absolument détruire la Russie pour pas qu'elle ne leur fasse de l'ombre. Alors, on se doute bien que s'il y a déjà 20, 30 ans, ils avaient cette idée en tête, aujourd'hui, avec la grandeur de la Russie, l'alliance avec la Chine et plus les BRICS, ils ont de plus en plus peur aujourd'hui. C'est sûr que là, c'est vraiment très, très grave pour eux. Je comprends leur peur. Avec les BRICS, c'est quand même 41% de l'économie mondiale. C'est 45% de la population mondiale. Et c'est pas fini puisque tous les ans, il y a des nouveaux pays qui veulent, qui demandent leur entrée dans les BRICS. Donc, en plus, il y a le problème des monnaies, puisque certains pays, comme l'Arabie Saoudite, acceptent de payer en yuan. Donc, ces pays abandonnent au fur et à mesure le dollar. Il y a une dédollarisation mondiale qui se fait. Ils avaient coupé le système SWIFT à la Russie pour qu'elle ne puisse pas faire de virements avec l'étranger. Ben, il n'y a eu aucun problème puisqu'il y a le phénomène CIPS chinois qui remplace. Donc, ils s'aperçoivent, et c'est pareil avec les sanctions. euh, j'ai beaucoup aimé Piotr Tolstoï quand il a déclaré, mais on s'en fout de vos sanctions. On voit le résultat aujourd'hui. Le résultat du PIB russe pour l'année 2024 est connu. Il a été augmenté de 3 fois pendant l'année et finalement il dépasse encore les dernières prédictions puisqu'il est de 4,1%. Celui de l'Europe est de 0,98%. Celui de la France est de 1,1%. Donc, on voit bien que les sanctions, c'est ceux qui les ont fait qui les payent aujourd'hui. Rien qu'en septembre 2022, les journaux américains titraient, enfin économiques américains titraient que l'Europe avait déjà payé pour 126 milliards d'euros de pertes avec ces sanctions envers la Russie. Sans parler des grandes sociétés, chez nous, on a Renault qui a dû se retirer. Renault qui était depuis 30 ans en Russie, qui a dû se retirer de la Russie pour, euh, pour rien, hein. Et avec peut-être un accord de pouvoir reprendre dans les 6 années à venir. Mais bon, on a Auchan, les 80 magasins Auchan, qui était le premier employeur étranger en Russie aussi. Enfin,
Et alors, c'est vraiment les Français qui se sont retirés le plus. Vous avez 1680 sociétés européennes qui se sont retirées de la Russie, et vous en avez plus de 2000 qui sont restés, les gros mastodontes allemands ou autres sont restés en Russie. Bien sûr, ils n'allaient pas perdre leur investissement. Nous, c'est complètement stupide. Total, c'est pareil. Enfin, en total, en plus, a perdu 1 milliard avec Nord Stream, puisqu'ils avaient 25%. Et non, Gazprom avait 50% et quatre compagnies partageaient les 50% restants. Donc, Total avait 12,5%, mais ils avaient investi 1 milliard dans Nord Stream, qu'ils ont perdu aujourd'hui. Donc, les sanctions, c'est nous qui les payons. On avait soi-disant le Mozart des finances en France. Je pense qu'il n'a pas terminé son requiem. Se retrouve en tant que professeur en Suisse, c'est bien ça? Oui, Euh, Là, vous parlez du Nord Stream 2, c'est important d'en parler encore une fois, puisque on en parle sans trop très parler. important. Euh, les Russes C'est très considèrent ça important. comme un acte de terrorisme en soi. Les enquêtes ont été menées, on ne sait pas trop comment d'ailleurs. Rare article dans la presse française concernant par exemple l'enquête de Seymour Hersh. Au début, c'était il y a à peu près 2 ans. Après, vous citez notre spécialiste, Monsieur Brown, je connaissais même pas cette affaire aussi, comment lui, il a fait son enquête. Où en Voilà. sommes-nous et à qui profite le crime? Voilà, c'est la question à chaque fois. Ça a été pareil pour Navalny, c'est pareil pour Nord Stream. À qui qu'on profite le crime? Dès le lendemain, vous avez pu remarquer que tous les journaux français, c'était Poutine qui avait fait sauter Nord Stream. Voilà. Euh, Personne ne s'est posé la question de pourquoi aurait-il été détruire un gazoduc qui avait coûté 10 milliards alors qu'il n'avait qu'à fermer le robinet. Ça, franchement, c'était bon, mais on peut pas leur demander d'être trop intelligents à ces gens-là. Il a fallu quand même attendre décembre 2022, donc 4 mois, pour que le New York Times publie un article que finalement rien n'impliquait la Russie dans l'explosion. Je crois que l'étude, l'enquête faite par Seymour Hersh est très bien faite. D'ailleurs, le porte-parole russe l'a dit, même s'il pensait qu'il y avait quelques vérifications à apporter. Je trouve qu'elle est bien faite, les documents sont importants, apportés sont importants. C'est tout à fait faisable, que c'est, alors on va dire c'est bon, c'est TNT, mais finalement c'est pas ça à l'arrivée. Mais bon, dans l'enquête dans ces Hersh, c'est ça ont été déposés sur les gazoducs en profitant de l'opération Baltrop 22, qui est une opération de l'OTAN qui a lieu tous les ans en juin. Et donc, alors ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que moi j'ai trouvé les gens peuvent, par la note de bas de page, tirer sur Internet l'article de l'armée américaine sur le Baltrop 22, où ils expliquent justement que le but de l'opération, c'était qu'une équipe aille déposer des engins explosifs et puis qu'une autre équipe aille les chercher et les enlever. Voilà. Donc c'est sûr qu'en faisant ça, ils ont pu réellement déposer des explosifs. Et puis bon, comme ils ont eu quand même l'intelligence de modifier ce qui avait été prévu, c'est-à-dire de pas les faire sauter 24 heures après, mais d'attendre quelques mois, voilà, ça passait très bien. Et donc, Seymour Hersh explique que finalement, ça a été fait avec la marine norvégienne, parce que les plongeurs norvégiens sont les meilleurs plongeurs au monde de génération en génération, que l'étude, que ça avait été préparé dans la piscine la plus profonde qui existe au monde et qui se trouve à Panama City. Voilà. Et donc, il explique que 4 mois après, donc le 26 septembre, un avion de l'armée norvégienne serait passé au-dessus, a largué une bouée qui aurait déclenché les explosions. Ça, c'est la version tout à fait plausible du fait qu'on nous l'a assez annoncé. Je rappelle que dès début janvier 2022,
le président américain, Biden, avec le chancelier Scholz à côté de lui, a déclaré quand même que si la Russie franchissait la frontière, le Nord Stream n'existerait plus. Et quand un journaliste lui a dit mais comment vous ferez? Il a dit mais nous avons les moyens de le faire. Donc ça, c'était quand même déjà quelque chose. Mais bien avant lui, euh, Condoleezza Rice, en 2014, avait déjà dit que Nord Stream, c'était gênant et que ce serait bien que ça ne fonctionne pas, il n'y avait que le Nord Stream 1 à l'époque. Le Nord Stream 2 a été mis en route en 2018. Il a été arrêté en 2019 parce qu'il y avait des problèmes avec les États-Unis, bien sûr. Et puis, il est reparti et il a été terminé en 2020, en septembre 21. Donc, il n'a pas duré longtemps, finalement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les pays européens dépendaient vraiment de ce gazoduc, puisque l'Allemagne en dépendait à 67%, la France 17%, mais les pays de l'Est, l'Estonie c'est 100%, la Lituanie, tous ces pays-là c'est 95-97%, l'Autriche bien sûr, la Bulgarie, enfin énormément de pays dépendaient de ce gaz. On a vu la suite durant l'hiver 22-23 et avec tout ce qui s'est passé ensuite. Et donc, peu de temps après, vous avez donc ce scientifique suisse, Hans Benjamin Braun. Alors, il fait de la physique quantique, de la physique. Enfin, bon, dans le livre, son curriculum vitae prend les trois quarts d'une page. J'ai tout mis pour qu'on sache vraiment les compétences de ce personnage que l'on ne connaît pas en France et dont personne n'avait entendu parler avant que j'en parle dans mon livre. Voilà. Et donc, lui, il a étudié ce qui s'est passé. Il a déjà étudié les secousses sismiques à 1500 km, le nuage atomique qui est passé au-dessus de Kaliningrad, qui est passé au-dessus de la Pologne 24 heures après, qui est arrivé en Suisse 3 jours après. Donc, il a étudié cette explosion avec des explosions réalisées par les Coréens, des explosions de bombes nucléaires dans l'océan. Et il s'est aperçu que les comparaisons, les photos, les schémas correspondaient tout à fait. Et finalement, pour lui, c'est une mini-bombe nucléaire qui a été déposée sur les Nord Stream. Et il explique d'ailleurs que les courants maritimes ont complètement changé, que la température de la Baltique a augmenté de 5 degrés sur 100 km à la ronde. Donc ça, c'était pas une 250 kilos de TNT qui pouvait réaliser ça, bien sûr. Moi, je crois vraiment à ce qu'il a dit. J'ai mis son rapport, j'ai mis les photos dans le livre, vous avez dû le voir. Ça tient vraiment la route, tout ce qu'il a expliqué. Puis bon, il a une telle compétence sur le sujet quand même. Et donc, ce qui est terrible, c'est qu'il a envoyé tout ça à tout le monde. Donc, il l'a envoyé à son gouvernement en Suisse, il l'a envoyé aux ambassades de Russie, des États-Unis, de France, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Ukraine en Suisse. Il a vu que ça bougeait pas, il a envoyé à l'ONU. Puisque à l'ONU, il faut rappeler quand même que le chef Frédéric Sachs, qui est l'économiste, qui lui a dit que c'était du terrorisme un acte de terrorisme international et qu'il fallait une enquête, que l'ONU n'a pas fait. C'est quand même le conseiller du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Donc il a prévenu tous ces gens-là. Il a même envoyé son dossier à La Haye, au tribunal de La Haye. Et puis on lui a gentiment fait comprendre qu'il valait mieux quand même laisser le squelette dans le placard, parce que si on était forcé de reconnaître que les États-Unis avaient commencé avec une mini-bombe nucléaire, bah là c'était un enchaînement. La Russie forcément devait répondre. C'est pour ça que même la Russie n'a pas bougé avec ces révélations. Moi je trouve qu'elles sont très très importantes, parce que Jeffrey Sachs a raison, c'est vraiment un terrorisme international et ça devrait être sanctionné. Les États-Unis devraient vraiment être renseignés parce que ce qu'ils ont fait, ils ont détruit l'économie européenne. On le voit bien. Et ils récupèrent. Vous avez des grandes sociétés allemandes, BASF, la grande société chimique qui va délocaliser aux États-Unis, Volkswagen aussi, qui ferme
entités et qui délocalisent aux États-Unis. C'est vraiment une catastrophe économique. Pour l'Allemagne, ça leur a coûté 1000 milliards quand même de pertes dans leur économie. Donc c'est catastrophique pour l'Europe. Alors ce qui est curieux, c'est que jusqu'au 1er janvier dernier, il y avait un autre gazoduc, Erzurum, qui fonctionnait, qui avait été mis en place par les Soviétiques, donc il était très vieux. Et celui-là, personne ne l'avait arrêté pour une bonne et simple raison, c'est qu'il traversait l'Ukraine et que l'Ukraine touchait des royalties. Voilà. Et là, ils l'ont fermé au 1er janvier. Je voudrais préciser que c'est pas la première fois que les États-Unis font sauter un gazoduc. En 82, le président Reagan, sur les renseignements fournis par la France, avait fait sauter déjà un gazoduc russe. Avec Mitterrand. C'était Mitterrand à l'époque? Oui, oui, c'est Mitterrand qui avait fourni les renseignements à Reagan. Il y a des sujets très très sensibles aux yeux des médias mainstream, comme par exemple, vous avez mentionné au tout début de notre conversation, la présence notamment des néo-nazis en Oui, Ukraine. On en parlait un petit peu bien avant le conflit. Quand je dis on, c'est-à-dire les médias en général, mais ces oui. 3 dernières années, ça reste quelques petits reportages par-ci par-là. Qui sont ces néo-nazis, clairement? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de chapitres à ce sujet-là, beaucoup d'informations. On peut partout, pas que dans votre livre, mais dans votre livre, vous avez également bien documenté. Qui sont ces gens-là et ces mouvements? Alors, c'est le mouvement néo-nazi qui se retrouve euh, au gouvernement ukrainien, à la DARPA. C'est le mouvement Svoboda, Svoboda qui est l'héritier de Stéphane Bandera, qui était un néo-nazi qui a été d'ailleurs repris comme beaucoup par la CIA, mais lui, ils l'ont installé à Munich. C'est le Lumbe, c'est tous ces régiments nazis. Je rappelle que la garde rapprochée d'Hitler était réalisée par des nazis ukrainiens. Ce sont tous ces régiments qui ont, entre autres, il y a le régiment de la Volkswagen SS Das Reich, très connu en France, puisque c'est ceux qui ont fait brûler l'usine de Oradour sur Glane. Et donc, ce sont les descendants de ça, et qui aujourd'hui pullulent en Ukraine. Les dernières élections, ce mouvement a dépassé les 50% dans la ville de Lviv, Lviv ou Lvov, comme on veut, qui est une ville de l'ouest de l'Ukraine. Et la partie ouest de l'Ukraine est très nazie. J'ai mis les cartes des élections dans le livre et on voit la progression de ce mouvement. Et donc, c'est d'ailleurs ce que le président Poutine, c'était dans les conditions du président Poutine euh, pour, euh, pour arrêter cette guerre, c'était la dénazification de l'Ukraine. Il faut savoir que ces gens enrôlent des jeunes enfants, font des colonies de vacances où les enfants sont élevés à chanter faut tuer du moscovite, faut tuer du moscovite. Et les parents disent on va en tuer beaucoup, ça vous en fera moins à tuer pour vous. Ces camps-là, actuellement, je pense que c'est pareil avec la Palestine et Israël, hein. Mais c'est des jeunes générations qui sont élevés dans la haine du voisin, quoi. Et là, en l'occurrence, l'Ukraine, la Russie, c'est des frères, hein. Franchement, c'est la même famille. Donc, c'est malheureux d'en arriver là. Et oui, donc ce qu'il faut savoir, c'est euh, Hitler avait dit l'Allemagne perdra peut-être la guerre, mais les nazis seront en Europe pour 1000 ans. Et il avait pas tort, parce que les nazis ont été récupérés par les Américains, quand même. On les a retrouvés un petit peu partout. On a eu, nous, en Europe, on a eu Walter Hallstein, qui est quand même le premier président de la Commission européenne. Il y a eu Kurt Waldheim, qui s'est retrouvé secrétaire général de l'ONU.
avant d'être président de l'Autriche pendant 9 ans, avant que le scandale explose. Euh, donc ils sont partout. Vous avez donc cette compagnie Azov qui a le sigle de la Volkswagen Gel. Euh, alors ils ont un peu modifié le sigle de la main en mettant des doigts pour le modifier un peu. J'ai mis les photos et les explications dans le livre. Et c'est très curieux d'ailleurs parce que vous avez un certain Bernard-Henri Lévy qui est toujours aux premières loges quand il se passe ce genre de guerre ou de révolution. Et on le voit en photo sur le Maïdan, en train de parler à la tribune, et il a plein de drapeaux de Svoboda devant lui. Et au retour en France, il est interviewé et il dit non, j'ai rien vu de nazi en Ukraine. Oui, il y a peut-être Svoboda qui est un parti de droite, mais c'est pas l'extrême droite. Donc, on voit également à cette époque-là Laurent Fabius déjeuner avec le responsable de Svoboda, Thierry Bock, qui est le président de Svoboda. Et ces gens ne sont absolument pas gênés. Par contre, quand ils sont en France, là, pour taper sur le Rassemblement national, ils sont les premiers. C'est assez extraordinaire, l'hypocrisie, de nos politiques. Si vous permettez, on n'a pas parlé de Zelensky, qui était Ah quand bah même un justement, parfait. c'était ma question. Il faut qu'on parle un peu de ce personnage de Oui, Volodymyr Zelensky brièvement. C'est le brièvement, nouveau Churchill? on va faire. Oui, alors, bah, pour le même, hein, pour Bernard-Henri Lévy, qui a dit quand je l'ai vu, la première fois, je l'ai pris pour Coluche, mais qu'ensuite je l'ai vu dans la rue dire à Biden, j'ai pas besoin de taxi, j'ai besoin d'armes, c'était le nouveau Churchill. Je pense que pauvre Churchill a dû se retourner dans sa tombe, là. Alors, qui était Zelensky? Parce que les Français connaissaient pas et personne dans le monde connaissait Zelensky. Il y a que les Ukrainiens qui le connaissaient. Donc, Zelensky, en 2012, il a tourné un film dans lequel il incarne Napoléon qui veut attaquer la Russie. Voilà, les prémices. Et c'est ce film qui l'a fait retenir par les dirigeants américains. Et ils se sont dit, ce gars-là, on va se le préparer. Donc le film a été interdit en 2014 en Ukraine, donc finalement très peu de gens l'ont vu, et les scénaristes d'Hollywood ont commencé à travailler sur le sujet. Voilà. Donc ils ont créé une série où un professeur de lettres devient président de l'Ukraine. Voilà. Ça a été une série en 3 saisons, Sauveur du peuple, et le dernier épisode de la dernière saison a été diffusé à la télévision 4 jours avant l'élection. Ce qui a permis M. Zelensky d'être élu largement devant Poroshenko. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la campagne présidentielle, il n'a jamais tenu d'interview en direct, de meeting en direct. Tout était enregistré à l'avance de manière à pouvoir corriger. Et surtout, il reprenait les termes de la série télévisée. Voilà. Il parlait en Et russe. c'est donc voilà. Voilà. Et c'est donc cet individu qui est devenu président. Je le casse assez, donc je peux le défendre un petit peu au début. Je pense qu'au tout début où il s'est retrouvé président, il pensait qu'il allait pouvoir, parce qu'il a quand même été élu pour établir la paix et pour arrêter la corruption dans le pays. Donc, on voit sa réussite. Non, je crois sincèrement qu'au début, il était sincère. Il pensait. D'ailleurs, il a commencé à avoir des problèmes quand il a voulu donner une certaine autonomie aux républiques du Donbass. C'est là que les nazis de la Rada l'ont rattrapé. Et puis ensuite, il a également été rattrapé par les Américains puisque un secrétaire d'État est venu lui dire qu'il fallait qu'il fasse attention, qu'il pourrait être assassiné, comme je l'explique dans le livre. Mais c'était pas par Poutine qu'il aurait été assassiné, c'était par ceux qui l'ont mis en place, par les Américains, si jamais il n'obéissait pas vraiment aux ordres. Et puis à ça, après, c'est greffé une certaine poudre une certaine maladie qui les fait se frotter beaucoup le nez, voilà. Donc je pense qu'après, ben, une fois qu'il avait ça dans le nez, il était complètement pris en main par les Américains et c'était le pantin, quoi. Voilà. Tôt ou tard, cette guerre sera terminée. Et peut-être ça sera trop tard pour certains et pour le monde.
cette nouvelle construction ne sera plus pareille. Ça, on ne sait pas. Ça, c'est tout mon sujet. Mais il y a toujours des éternels va-t-en-guerre, peu importe. Ceux qui Oui, veulent faire la guerre. su- surtout Et le secrétaire général de l'OTAN, le nouveau, Mark Rutte, là. Alors lui, c'est un super va-t-en-guerre. Je rappelle que c'est quand même l'ancien Premier ministre de Hollande qui s'est permis de faire tirer à balles réelles sur les gilets jaunes. Et c'est quand même lui qui a pu déclencher les plus grandes manifestations d'agriculteurs aux Pays-Bas en voulant supprimer 3 millions de bêtes dans le cheptel des Pays-Bas. qui sont ces gens-là en France qui vont faire cette guerre éternelle à la Russie? Là, vous avez notre ministre des Armées, notre ministre des Affaires étrangères, là, Barrot. C'est un 20 ans de guerre de première, le Gus. C'est incroyable les âneries qu'il peut sortir. Lui, il est prêt pour envoyer des missiles qui puissent rentrer profondément en Russie. On vient de livrer quand même des avions, là, des Mirages, Mirage? cette semaine ou la semaine dernière. Voilà, c'est des battants. Alors que on a Trump qui a dit qu'il allait faire arrêter la guerre, qui a pris contact, je crois, avec le président Poutine. Ils ont eu un entretien téléphonique parce qu'il va quand même falloir qu'ils trouvent une solution sans que l'un ou l'autre perde la face. Et je pense que parce que moi, je suis persuadé qu'ils s'entendent bien ces deux-là. Donc, ils vont trouver une solution, même si face au monde et ils font ceux qui s'entendent pas trop bien et tout. Je suis persuadé qu'ils vont régler beaucoup de comptes et ils vont forcément trouver une solution. En plus, Trump vise des terres en Ukraine aussi. Donc, je pense qu'ils vont avoir un arrangement sur les terres que chacun va pouvoir avoir. Ça va Il faut absolument trouver une solution. C'est quand même plus d'1 million d'Ukrainiens qui sont décédés dans cette guerre. À fin octobre, on était à 468 000 morts pour l'Ukraine, donc on a terminé l'année à 500 000. Ça fait 1 million de morts. Il faut absolument arrêter. Et puis bon, l'Angleterre qui force aussi à la guerre, ils sont ridicules. Ils perdent 30 000 soldats par mois. Entre ceux qui arrivent et ceux qui démissionnent, c'est le ministre des armées anglais qui a fait une conférence il y a un mois ou deux et qui précise qu'ils perdent 30 000 soldats par mois. Voilà. Les Américains aussi manquent de soldats, là. Il manque 60 000 soldats. Ils n'arrivent plus à recruter. Les gens ne veulent plus la guerre. Mais que ce soit les Ukrainiens ou les Russes, ils veulent plus la guerre. Ils veulent vivre en paix. C'est pareil avec les Israéliens et les Palestiniens. C'est les chefs, c'est ceux qui dirigent, c'est-à-dire ceux qui risquent rien. C'est ce que j'ai Et vous mis au citez. début du livre en citant la phrase de Paul Valéry. C'est ceux-là qui veulent la guerre. Et il va bien falloir trouver un jour une solution. On ne peut pas continuer comme ça. Et puis, Merci beaucoup. je pense que Trump va très vite trouver la solution parce que il a besoin d'argent que ce soit à tous les niveaux pour relancer son industrie, pour réparer les routes, les ponts qui s'écroulent et tout, pour arrêter le chômage et tout. Donc, il a autre chose à faire que de dépenser des centaines de milliards dans les guerres. Je pense que c'est tout ça qui va changer beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Michel, d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour ce dialogue et merci de maintenir le dialogue franco-russe. Nous espérons que, Merci à comme vous. vous dites, en effet, cette guerre sera bientôt terminée. Et comme d'autres conflits. Ça, on peut rêver, mais on va quand même espérer. On va garder l'espoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Irina.